Bonjour et bienvenue, c'est vendredi 14h, votre nouveau magazine du cinéma, juste avant la diffusion de votre film de la semaine sur icinema.com. Et cette semaine, c'est la comédie américaine The Confirmation, accent anglais non garanti, écrite et réalisée par Bob Nelson. Au sommaire de vendredi 14h aujourd'hui, que serait le cinéma sans la littérature? Ouais, on se pose ce genre de questions. Sans la littérature, entendez les romans, mais aussi plus largement les comics, la bande dessinée, ou encore les contes pour enfants. On posera ces questions à nos invités. On leur demandera si en France, scénaristes, réalisateurs et films sont mieux traités qu'à Hollywood. Regardez. Less Hollywood. Sure, say it. It's not a dirty word. Say whatever the hell you want. The writer is king here at Capitol Pictures. You don't believe me? Take a look at your paycheck at the end of every week. That's what we think of the writer. So what kind of pictures does he like? Mr. Fink hasn't given a preference, Mr. Lipnick. So how about it, Bart? Well, to be honest, I don't go to the pictures much, Mr. Lipnick. That's okay. That's just fine. You probably walked in here thinking that was going to be a handicap, thinking that we wanted people who knew something about the medium, maybe even thinking there was all kinds of technical mumbo-jumbo to learn. You were dead wrong. We're only interested in one thing. Can you tell a story, Bart? Can you make us laugh? Can you make us cry? Can you make us want to break out, enjoy a song? Eh bien, on en parle avec nos invités aujourd'hui. L'auteur de BD, scénariste et réalisateur Enki Bilal. Bonjour et merci d'être des nôtres. Auteur d'une quarantaine de livres, d'albums de bande dessinée, mais pas que, dont le dernier Bug aux éditions Casterman. Vous avez aussi plusieurs films à votre actif, dont Bunker Palace Hotel ou encore Immortel Ad Vitam. On en verra un extrait tout à l'heure, et de nombreuses collaborations, notamment au décor, au scénario d'autres films. Un écrivain et journaliste Christophe Onodibio. Bonjour et merci. Bonjour. Auteur de 6 romans et d'un livre d'entretien avec Enki Bilal. Vous avez... Bon, on n'a pas fait exprès. J'ai cet honneur. Voilà. On n'a pas fait exprès, mais voilà, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Vous avez reçu le prix Interallié pour Birman, c'était en 2007, et le grand prix du roman de l'Académie française, et le prix Renaudot des lycéens pour Plonger, récemment adapté au cinéma par Mélanie Laurent. Ça faisait partie de nos coups de cœur de cette fin d'année. On en reverra quelques images tout à l'heure. Merci pour elle. Le scénariste et réalisateur Rémi Besançon, bonjour. Prix Henri Langlois de l'animation en 2013 pour Zarafa, nommé plusieurs fois au César en 2009, dont une nomination pour le meilleur scénario original. On va en parler du scénario original pour Le premier jour du reste de ta vie. Et depuis, vous avez surtout réalisé des adaptations, notamment Un heureux événement, et vous préparez une adaptation du Mystère Henri Pic, qui est un livre de David Fuenquinos, qui est l'un des auteurs qui est très souvent adapté au cinéma. Sabine Gornine également. Bonjour. Bonjour Sabine, ravie de vous retrouver. Vous êtes journaliste, nous avons été collègues. De bureau. Voilà, de bureau dans un autre média, peut-être à France 3, dans une autre vie. Spécialiste de la mode et du cinéma. Grande cinéphile, j'ai pu m'en rendre compte au cours de ces années de collaboration. Et puis il y a Youno Adamse qui est là aussi. Bonjour Youno. Mais bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Ah bah oui, je la sens bien cette émission. Toi, tu es adapté de quoi, Youno, exactement? Je dois beaucoup à Enki Bilal. Ah. Oui, parce que regarde, j'ai la langue bleue. Et c'est lui qui a commencé à colorier les gens n'importe comment dans ses albums. C'est bourré de meufs avec les cheveux bleus, la peau blanche. C'est vrai ou pas? C'est une très bonne définition, une bonne entrée en matière pour me présenter. Voilà, on vous l'avait jamais faite celle-là, je pense. Ah si, quand même, d'accord. Les adaptations, tous styles confondus, représentent plus de 25% des films sortis dans le monde chaque année et plus de 50% des films à succès. Les scénaristes seraient-ils à court d'inspiration ou les producteurs soucieux de limiter les risques pris sur un film? Avant d'en parler avec nos invités, on fait un point avec Anne Lebouche. Le saviez-vous? Presque tous les films de Stanley Kubrick sont des adaptations de romans ou de nouvelles à succès. Car depuis ses débuts, le 7e art n'a cessé de puiser son inspiration dans les œuvres littéraires. Le champion du monde des auteurs les plus sollicités, William Shakespeare, avec plus de 300 adaptations, dont 24 pour Roméo et Juliette, suivi par Alexandre Dumas, 150, et Stephen King, 84. Avec près d'un film sur 4 tiré d'un livre en salle chaque mercredi, contre 5 il y a 10 ans, le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Sur les 10 écrivains les mieux payés au monde, la moitié a vu son roman adapté sur grand écran en 2016. Sur la première marche du podium, J.K. Rowling, maîtresse incontestée de l'adaptation, avec la franchise littéraire la plus rentable de toute l'histoire. Aujourd'hui, les adaptations d'œuvres de langue française connaissent un succès croissant. L'écrivain David Fuenquinos est encore une fois à l'honneur avec 2 de ses livres bientôt transposés à l'écran. Le roman est le genre littéraire le plus adapté au cinéma, 62%,
Devant la littérature jeunesse, 12% et la BD, 11%. Que serait le cinéma sans littérature ? Alors, Christophe Onodibo, est-ce que le cinéma, finalement, serait peu de choses sans les livres? Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Moi, j'ai du mal à dire que la littérature fait le cinéma. C'est un autre langage. Bien sûr, les écrivains apportent souvent des situations dramatiques déjà faites, des personnages auxquels les gens ont pu s'identifier. Donc c'est une bonne base de travail, mais pour moi, ça reste toujours un regard d'un cinéaste sur une œuvre. C'est pas une transposition. Et généralement, d'ailleurs, les romans qu'on adore, moi en tout cas, c'est mon cas, les adaptations que je vois de ces romans me déçoivent parce que je me suis fait des images mentales et je suis confronté aux images mentales d'un autre. Mais c'est le jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait avec Plongée. Mélanie Laurent a aimé le livre, elle l'a adapté, c'est une adaptation, c'est ça, son interprétation, c'est son ressenti, la façon de s'emparer d'un sujet. Et moi, je regarde ça avec curiosité, comme un autre regard sur mes personnages. Un personnage de roman, une héroïne, un héros, vous avez votre propre... vous lui mettez un visage particulier. Et alors moi, pour Plongée, c'est vrai que j'avais une petite exigence sur l'héroïne, c'est-à-dire que Paz, je voulais à tout prix que ça soit... C'est la seule chose que j'ai demandé à Mélanie Laurent, une espagnole, une brune, et pas une italienne, ou non, une espagnole, une brune, et sur les lieux de tournage, l'Espagne. Parce que pour moi, c'était important. Mais après, libre à chacun, et notamment aux lecteurs, de se faire leur propre film. Rémi Besançon, alors, vous aviez l'air un peu surpris, voire légèrement outré de mon propos de tout à l'heure. Je disais, mais est-ce que finalement, ça veut dire que les scénaristes n'ont pas d'imagination? Là, vous rejoignez, je fais un petit peu le pont avec ce que Christophe Onodibo vient de dire. Finalement, justement, en adaptant, en faisant vôtre le roman d'un écrivain, d'un romancier, justement, vous faites appel à votre propre imagination? Ouais, c'est marrant dans votre petit sujet quand on parlait de Kubrick, sans me comparer moi à Kubrick, mais Kubrick, c'est vrai qu'il prenait les romans, il en faisait des choses complètement à part, quoi. Des fois des romans, d'ailleurs, des fois des tout petits romans ou des nouvelles, je crois, des nouvelles, oui. Eyes Wide Shut. Donc voilà, après moi, Stephen King n'avait pas trop aimé son adaptation de Shining. Exactement, ouais, il avait détesté, même il en a produit un téléfilm après. Qui était tout à fait nul, si je puis me permettre. Je suis d'accord. Mais c'est normal que l'auteur n'aime pas ne puisse ne pas aimer une adaptation. C'est, je pense, assez normal. Ou aimer, mais la regarder comme quelque chose de différent de ce qu'il a écrit, comme un autre regard en fait. Stephen King, c'est une sorte de. Je pense qu'il a un ego un peu important. Mais pour revenir à votre question, non, je trouve que... Je pense qu'en tant qu'auteur, moi je suis scénariste avant tout, finalement j'ai adapté 3 bouquins, j'ai fait 3 scénarios originaux, donc j'ai fait un peu les deux, et puis il y a des fois on tombe sur juste une idée, quelque chose qui nous interpelle, qui nous donne envie quoi, de raconter une histoire qui vient pas de nous. Et moi qui faisais un cinéma un peu introspectif dans mes premiers films, j'ai trouvé dans ce livre, en tout cas de Fuenquinos, quelque chose de ludique, de différent de ce que je faisais, et ça m'a intéressé de l'adapter. Mais... Et du coup, est-ce que vous lisez les livres comme des scripts, ou est-ce que vous arrivez à les lire comme un lecteur? Ça, c'est une déformation professionnelle, mais je n'arrive pas à lire un livre sans me demander à un moment donné est-ce que ce livre peut être adapté. Après, c'est très rare que j'arrête la lecture si je vois que c'est pas adaptable. Je suis quand même assez... Quand même, le principe de plaisir. Ouais, mais je pense que tous les producteurs, tous les gens on se pose tous cette question-là, en fait. Mais en fait, vous avez commencé, alors vous parlez de films introspectifs, mais vous avez effectivement commencé par des scénarios originaux. Il y a eu cette nomination pour le meilleur scénario original pour Le premier jour du reste de ta vie. Et à partir de ce moment-là, vous passez quasiment exclusivement, si je ne me trompe, à l'adaptation. Non, parce que je fais mes 2 premiers films qui sont des scénarios originaux, et puis après je fais Un heureux événement, qui est une adaptation d'Eliade Abécassis, et après j'enchaîne sur 2 films qui sont des scénarios originaux aussi, Zarafa et Nos Futurs. Tu parles, c'est inspiré d'une histoire vraie. Exactement. Mais il n'y avait pas de livre. Ouais, bon, d'accord, ok. Passons sur ça. T'es au taquet, là, Yuno. Attention, je suis grave sur les dossiers. C'est bon, je peux me reposer, il y a Yuno qui récupère derrière. Mais c'était pour vous, le pouvoir adapter des livres, là, vous préparez encore l'adaptation d'un livre. Finalement, j'ai fait 2 adaptations en réfléchissant. Vous préparez encore l'adaptation d'un livre. Et je prépare, d'après David Fuenquinos, Le mystère Henri Pic,
qui est une enquête littéraire dans le milieu de l'édition avec Fabrice Lucchini dans le rôle de ce critique littéraire. Et alors, qu'est-ce que ça change de passer d'un scénario original à une adaptation? Ça change, en fait, on a une base sur laquelle on s'appuie, mais moi je vois, en fait, c'est assez marrant parce que quand j'écris un scénario, en gros, je mets à peu près un an, on va dire, un scénario original. Quand j'écris une adaptation, je mets à peu près un an. Donc, il n'y a pas vraiment... Pour moi, c'est le même boulot, en fait. Ouais, c'est exactement la même... c'est une création, en fait. Écrire un scénario, c'est une création... Mais quand on met bout à bout, et c'est pour ça qu'Yono parlait à l'instant de l'histoire vraie, d'après une histoire vraie et adaptée de tel ou tel roman ou nouvelle, etc., finalement, on se rend compte que ça fait beaucoup de films. Alors, bon, c'est pas une question de manque d'imagination des scénaristes, mais est-ce qu'il y a aussi de la part des producteurs une façon de se couvrir en se disant, bon, il y a déjà eu un premier public où il y a une appétence pour une histoire vraie et du coup, on prend moins de risques. Peut-être, je sais pas. Après, je sais pas, toi, par exemple, Plongée, je sais pas si c'est vraiment une idée de producteur. Je pense que c'est Mélanie Laurent qui a eu envie d'adapter ce bouquin, non? Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu, si j'avais dû adapter moi-même Plongée, je l'aurais pas fait comme elle. L'aspect féminin, pour moi, c'est un regard féminin, presque une réappropriation féminine, notamment sur les sujets de maternité. Est-ce qu'une femme, par exemple, a le droit de partir en laissant l'enfant? Quand c'est une femme qui raconte ça, ça a beaucoup plus de poids, d'ailleurs, de mérite et d'audace que si c'est un homme, parce que c'est encore un tabou dans la société aujourd'hui. Et c'est vrai que cet aspect-là, le requin, c'est vrai que ses sensibilités à elle, très proches de l'écologie, l'idée de cette femme qui va suivre un requin aussi, la touchait. Et c'est pour ça que, en tout cas comme auteur, je sais pas, je suppose qu'elle avait, elle, plus de contraintes que si ça avait été une histoire originale, parce qu'elle ne pouvait pas faire n'importe quoi. En même temps, il était aussi légitime et élégant de ma part de la laisser faire ce qu'elle voulait, à condition... En fait, c'est parti juste, nous, d'une discussion. C'est-à-dire, en 20 minutes, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire, et avec quelques phrases, j'ai pu être suffisamment en confiance pour lui dire vas-y, je suis sûr que ce sera bien, mais sans garantie de fidélité. On va regarder un extrait, en tout cas la bande-annonce de Plongée, pour se rendre encore mieux compte de ce que vous dites. Je me sens vieille parce qu'on est devenu immobile. Bah t'as qu'à bouger alors. Bouge. T'as pas envie d'autre chose? Et tu veux faire quoi? Je ne sais pas. I adopted a shark. Non. Passe. Pars pas. Passe, c'est moi. Écoute, je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu fais. En fait, je comprends rien à ce que t'as fait là. Avec Gilles Lelouch, extraordinaire, n'est-ce pas, Audrey? Oui, absolument. Non, c'est parce qu'il dit ça, parce qu'on en a longuement parlé. Non, je redis que c'est un très très beau film. Vraiment, moi, ça m'a bouleversée. Les interprètes sont formidables. Gilles Lelouch, je ne l'ai jamais vu aller aussi loin dans sa capacité à entrer dans un personnage, à souffrir. Gilles Lelouch en homme amoureux, j'avais pas beaucoup vu au cinéma, et ça lui va bien. Alors, question inverse par rapport à celle que je posais à Rémi Besançon tout à l'heure. Je lui demandais, est-ce qu'il arrive à lire des livres comme un lecteur et sans y voir un script? Est-ce que vous arrivez à regarder ce film comme un spectateur et non comme le romancier qui a écrit le livre à partir duquel est tiré le film? Parce que pour moi, c'est un film de Mélanie Laurent, d'après le roman de Christophe Onanibio. Donc c'est son film, c'est son regard. Et je me suis même pris, à rêver. Qu'est-ce que ça donnerait si quelqu'un d'autre, un autre réalisateur, le prenait et d'avoir comme ça 10 variations? Il y a l'occasion de faire 10 regards sur un livre. Oui, c'est drôle ce que vous dites, Christophe, parce que j'ai rencontré Delphine de Vigan à Cannes, qui n'avait pas vu le film de Roman Polanski d'après une histoire vraie. Et qui me demandait... franchement, comment c'est? Et là, donc Delphine de Vigan qui a écrit le livre. Et quand vous connaissez le succès de ce livre, vraiment la beauté du livre, et quand
le film de Polanski était d'une déception totale, qu'est-ce que vous dites à un auteur qui est là en attente? Elle avait fait confiance à Polanski, elle avait fait confiance à Olivier Assayas, elle n'avait pas vu le film fini, et je vous assure, j'étais dans une position compliquée parce que on aurait eu tellement envie que ce soit réussi. Et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va prendre quand elle va le voir sur les écrans? Et je pensais à quelque chose, et tout à l'heure vous parliez de l'adaptation. Que serait, est-ce qu'on se souvient des oiseaux, que c'est une nouvelle quand même de Daphné du Maurier. Hitchcock a transcendé le film. Le mépris d'Alberto Moravia. Non mais je repense à ça parce qu'en plus, adaptation masculine d'une nouvelle féminine sur la peur, sur l'angoisse, sur la... Je pense à ça aussi. Il y a aussi des scénaristes qui avaient... Il y avait une matière à un film extraordinaire, mais dont le film a quasiment écrasé le roman. Bien sûr. Oui, et puis à l'inverse, quand vous avez un livre de 350 pages, ça ferait un film de 4 heures. Donc de toute façon, vous savez que ça va être un tronçonnage, un désossage. L'important est de savoir si elle garde les bonnes vertèbres. Et on a des réussites. Maëlys, l'année dernière, le livre de Maëlys Karangal, Réparer les vivants, extraordinaire. Alors, Inki Bilal, Inki, on ne vous a pas entendu depuis le début de cette émission. Je vous voyais assentir à plusieurs moments. D'accord sur beaucoup de points, même la majorité des points. Mais moi, en tant que... Justement, je suis sur 2 projets d'adaptation aussi, mais c'est des cas de figure tout à fait inédits par rapport à ceux qui ont été évoqués. Le premier qui pourrait être une adaptation de Bug, sur une durée longue, série télévisée plutôt, film de format 52 minutes. Ce qui serait intéressant dans ce cas-là, c'est que moi je n'ai écrit pour l'instant que le premier volet, et que les deux suivraient un parallèle, un chemin parallèle, c'est-à-dire que je travaillerai sur l'adaptation filmée et en même temps je continuerai à dessiner les albums. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, d'inédit, c'est que l'un nourrira l'autre. C'est la difficulté qu'ont les scénaristes de Game of Thrones maintenant, alors que la série de livres est terminée. Alors donc ça c'est une première façon d'adapter. Alors en plus, tu parlais d'image mentale par rapport à la lecture, aux mots, aux verbes, dans les romans. Là, en plus, il y a des images qui ne sont pas mentales, qui sont imposées. Donc c'est dans l'interstice, dans le blanc entre 2 cases, que le lecteur se fait plein d'images que je n'ai pas dessinées. Et ça, c'est toujours très intéressant aussi. Et puis je finis très vite sur le second projet, un livre qui est sorti en 2007, Homo Disparitus, livre d'un journaliste américain new-yorkais qui raconte, alors c'est pas du tout un roman, c'est un livre très sérieux, presque scientifique, sur la disparition. L'homme disparaît, on ne sait pas pourquoi, mais comment va évoluer la planète sur 3000 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant. Et de ça, au début, les premières versions, c'était un mélange de documentaire, mais comment on va faire pour amener de la fiction là-dedans. Et maintenant, c'est un film de vraie fiction. Au bout de 4 ans d'écriture, ce que je vais faire. Réécriture, et finalement, voilà. Donc c'est aussi... Voilà, en fait, c'est une matière vivante, le roman. Alors effectivement, le point de vue des producteurs, il est peut-être plus calculateur, mais le roman, c'est une matière vivante, et voilà, effectivement, il faut les dissocier. La BD est plus rarement adaptée au cinéma que le roman, et quand elle l'est, c'est souvent en film d'animation, où sont les comics américains, les Marvel, etc., qui sont adaptés, mais Blade Runner ou La vie d'Adèle, sont quand même des raretés. Est-ce que c'est vraiment difficile de passer de la bulle à la pellicule ? Non, je pense pas. Je pense que là aussi, c'est une matière. Il faut se déconnecter de l'objet à adapter. Donc, adapter n'est même pas le bon terme. C'est simplement se dire, voilà, je prends, ça me plaît, cet élément-là me plaît, cette dynamique-là me plaît, et puis voilà, repartir dessus. Alors après, sur le rapport à la bande dessinée, c'est qu'il y a des images. Et ces images sont quand même... C'est une identité très forte, quel que soit le graphisme. C'est là, c'est présent, et donc le producteur... Si je puis me permettre, Inki Bilal, la bande dessinée a beaucoup apporté au cinéma dernièrement. Avec les cadrages, par exemple, de Frank Miller ou les vôtres. Le cinéma s'inspire beaucoup de la bande dessinée moderne. Je me suis beaucoup inspiré des cadrages de cinéma aussi. Bah oui, c'est... oui. C'est un échange, on va dire. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Ça me rappelle une campagne politique, ça, tiens. On va regarder un extrait d'Immortel Ad Vitam, qui est un de vos films, l'adaptation de votre trilogie La Femme Piège, La Foire aux Immortels et Froid Équateur. In 20 years of medicine, I've never seen a guinea pig quite like you. I want a detailed report of all the analyses you'll perform on her. There's a blank in my memory. Why did you spend 30 years in hibernation? I was sentenced to hibernation for trying to protect people like you. No one is like me.
I'm looking for one of my patients. You're damaging that girl. I'm afraid of becoming human. John. Could you forget me? Could you forget me if you had to? Que c'est beau. Alors justement, par rapport à ce que disait Christophe Onodibio tout à l'heure, il disait voilà, un cinéaste s'empare de mon livre, il en fait une adaptation, c'est une autre lecture. Vous avez écrit le livre, vous avez fait le film, mais avec finalement là aussi une différence, parce que vous dites vous-même, j'ai voulu tout contrôler pour mieux le dynamiter. Donc vous aussi finalement, quand vous vous adaptez, vous prenez de la distance. Oui, bien sûr, il faut le déconstruire, il faut l'oublier. Moi, j'ai pas relu les albums avant de l'écrire. J'ai pas écrit seul non plus, d'ailleurs, parce que dans ces cas-là, faut avoir un ping-pong. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment une adaptation. Hein, donc, alors, le problème d'un tel film, c'est qu'il a des codes que la culture française ne connaît pas forcément. Moi, je voulais faire un film de culture européenne. Je pense que c'est un imaginaire très européen. Et là, on est face à quand même à des modèles qui sont c'était en 2004, ça n'a pas évolué depuis ? Ça n'a pas évolué, non, ça a évolué dans le mauvais sens. Il semblerait que le cinéma américain, avec ses franchises, avec ses blockbusters, dont certains sont réussis, hein, moi je trouve que certains sont très réussis, définitivement ont tiré l'idée d'un cinéma européen qui serait un cinéma d'imagination, d'imaginaire pur, ou alors de travail que je vais faire sur Homo Disparitus. C'est un travail à la fois politique, hein, c'est sur notre futur, notre Et là aussi, il y avait une dimension politique qui n'apparaît pas. De toute façon, c'est tout à fait différent des albums. Et les lecteurs de mes albums ont été très déçus par le film. Il y a des jeux vidéo qui sont adaptés en film. Rémi Besançon, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie de faire, adapter, je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, mais adapter un jeu vidéo en film, en long métrage? On se rappelle tous de Mario Bros, génial. Je pensais à Lara Croft, personnellement. Lara Croft, je crois qu'ils en ont refait encore un, ouais, c'est ça. Pourquoi pas, après, encore une fois, tout ça, c'est des idées, En fait, quand on adapte, on dynamite, on trahit, on dynamite, on fait plein de choses comme ça. Il y a un travail quand même conséquent parce qu'en fait, un livre, une BD, un jeu vidéo, c'est pas des films. Je vois sur mon dernier, le bouquin de Fuenquinos que j'adapte, j'ai pas dû garder un seul dialogue parce que ça marche pas, c'est pas pareil. Voilà, donc finalement le travail il est conséquent parce que et même des fois dans le style littéraire on fait passer des choses qui passent très bien mais qui ne passent pas du tout en film, qui ne marchent pas. Donc il y a tout un travail avec l'écriture cinématographique. Oui, la voix c'est rarement réussi. Alors justement, à propos de David Fuenquinos, on l'a vu tout à l'heure avec le sujet d'Anne Le Boulch, Alexandre Dumas, Shakespeare, Stephen King, Agatha Christie font les belles heures des adaptations depuis des décennies, mais en France, nous avons David Fuenquinos qui est très souvent adapté. Un petit florilège de ses livres adaptés au cinéma. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça? Vous les surveillez pas? Mais c'est pas une prison ici, monsieur. Non mais attendez, pas ce... Alors c'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon, c'est rare. C'est pas la première fois, hein. C'est une vraie passoire là-bas. On peut pas lancer un avis de recherche? À la télé, ils passent leur temps avec leur alerte enlèvement, on peut pas faire pareil? Première question, est-ce que votre mère est majeure? Tu t'énerves pas. On voit tout, nous, ici. Une mère plus jeune que son fils, t'as déjà vu ça, toi? Nathalie menait la vie dont elle avait toujours rêvé, jusqu'à ce que son monde s'écroule. Mais elle va bientôt découvrir qu'après l'homme de sa vie, il y en a peut-être un autre. Entrez. Bonjour. Merci. Marcus? Oui. Mais pourquoi? C'est une journée spéciale. Aujourd'hui, je règle mes comptes. En 1991, je me suis fait massacrer les cheveux ici. Incompétente! Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes ce qui se passe, hein? Jamais tu m'as dit quelque chose de gentil. Vas-y, dis un truc gentil, vas-y. J'aime bien ta coupe de cheveux. T'es psychorigide, borné, intolérant, t'es susceptible en plus. Salaud! Ça fait du bien, c'est vrai, hein?
Alors, est-ce que certains livres, Rémi Besançon, sont plus cinégéniques que d'autres? Pourquoi un tel succès pour David Fonkinos? Je sais pas. En fait, moi, David, il a voulu que j'adapte un de ses livres il y a 10 ans. Je l'ai rencontré juste après Ma vie en l'air, mon premier film. Et je l'ai rencontré à cette époque-là. Et j'ai pas fait parce que, voilà, ça me convenait pas. Et puis, il a un univers quand même assez particulier, assez fort. Et du coup, il m'a envoyé régulièrement ses livres. Et j'ai lu ses livres régulièrement. Et puis jusqu'à lire le dernier où je lui ai dit écoute, ça. Au moins, t'as des bouquins à lire. Exactement. C'est toujours ça de gagner. Des bouquins gratos en plus. Et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Ouais, mais Rémi, je sais pas, vous vous souvenez, Audrey, les films de Rémi, c'est un grand sentimental. Vous êtes un grand sentimental et vous savez coucher en images. Coucher en images. En images. On a eu peur. Moi, jamais j'oublierai le premier jour du reste de ta vie, un heureux événement, on est à la place de... Voilà, ça se sent, il a la fibre. Je vous fais une déclaration parce que c'est vrai voilà, c'est un univers qui est proche de celui des Fonkinos. C'est presque une évidence. Je trouve. Je suis sûre que ce sera bien. Très joli, voilà. Très joli mot de conclusion pour ce débat par Sabine Gorny. Je repose ma question du début de cette émission. Que serait le cinéma sans la littérature, Yonki Bilal? Il serait moins bien. Il serait moins bien, parce que moi je crois beaucoup à l'étincelle que peut produire, par exemple, la littérature, ce que peut produire la bande dessinée, etc. Ce sont des étincelles qui peuvent déclencher des vraies structures, des vraies créations, et ce sont aussi des béquilles parfois. Donc moi je pense que c'est très intéressant. Il faut essayer de garder peut-être un dosage entre ceux peut-être pas de se ruer systématiquement sur tout ce qui sort. Il y a beaucoup de producteurs qui font un marché très large comme ça. Mais par contre, ce qui me paraît essentiel, c'est de donner plus de temps et plus de moyens à l'écriture. Comme pour les séries. Absolument, les séries ont compris ça. Oui. Moi, je reformule, si vous me permettez de reformuler votre question, moi je dirais que serait la littérature sans le cinéma? Parce qu'en fait, il y a tant de romans, et surtout aujourd'hui, quand on écrit, tant de plans qu'on a vus dans des grands films, tant d'images qu'on s'est faites aussi à travers des grands films, qu'on essaie de retravailler et d'en faire ensuite des mots. Moi, l'écriture visuelle, c'est fondamental. Je vois des paysages, j'entends des choses, je sens, et ensuite j'essaie de retranscrire ça. Et il y a plein de choses, je parlais tout à l'heure, on parlait d'Apocalypse Now, des plans de la version longue, Aurore Clément derrière les voiles, comme ça, du lit à baldaquin, la scène de l'opium, absolument magnifique. Des choses nous ont influencés aussi. Donc, que serait la littérature sans le cinéma? Elle serait moins bien. Et que ça la littérature dans le cinéma, elle serait moins bien. Sans le cinéma, elle serait moins bien. Rémi Besançon? Je pense qu'on s'inspire un peu de tout. Alors, il vient de dire un truc pas mal. Oui, là, c'est un peu dur de passer derrière. C'est pas mal. Non, mais on s'inspire de tout, en fait, en tant qu'auteur. On s'inspire d'histoires vraies, de documentaires, de livres, de BD. Voilà, de tout. Je pense que c'est un peu... Je ne vais pas dire un faux débat, mais c'est vrai que je pense que les films s'inspirent de plein de choses. Et aujourd'hui du jeu vidéo, donc on ne peut pas juste dire voilà, la littérature a rendu le cinéma meilleur. Non, je pense que le cinéma... C'est une des sources. Oui, bien sûr, c'en est une. Sabine ? Compliqué de conclure. Moi, je pensais à la littérature jeunesse, parce que j'ai l'impression depuis 3-4 ans de ne voir, en tout cas du côté des films américains, que des adaptations de livres qui ont marché, genre Nos étoiles contraires, qui sont adaptés d'une façon tellement mièvre qu'on se demande pourquoi... Enfin, vraiment, là, je pense au film Wonder, là aussi, qui est une adaptation d'un best-seller américain avec Julia Roberts et Owen Wilson. Le livre est tellement fort sur un enfant handicapé, etc. Et là, on voit Julia Roberts et Owen Wilson, on ne voit qu'eux, on ne les voit pas en parents. Et je me dis, c'est tellement dommage. Et je pense à ça parce que, franchement, au niveau du cinéma américain, la mièvrerie, il n'y a rien de pire, que ce soit en littérature, je pense, vous êtes d'accord, ou au cinéma. Tout sauf mièvre. Aux enfants, il faut faire l'air immortel très tôt. Voilà, exactement. Tu sais de quoi tu parles. Exactement. Il m'a traumatisé. Il faut lire, faut lire. Je me souviens encore de certaines de ces cases.
Il faut lire. Alors, à la rédaction d'e-cinéma.com, vous le savez, si vous regardez l'émission régulièrement, on adore classer et lire, trancher. On a classé, on a lu, on a tranché pour notre adaptation préférée au cinéma. Toute l'histoire du cinéma. Et vous allez voir, on n'était pas d'accord, mais on a quand même trouvé un film. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup poussé pour Barry Lyndon de Stanley Kubrick, mais ce n'est pas The Young Barry qui a gagné. C'est un autre très, très bon film. Et l'adaptation préférée de notre équipe, c'est Le Parrain. Extrait. You know my father. Men are coming here to kill him. I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. It's not personal. It's strictly business. Ouais, pas mal. Moi, j'avais voté pour Spider-Man. Alors, d'après un roman de Flaubert. Si vous aviez, Christophe Onodibio, une adaptation souhaitée, si vous vouliez voir un livre adapté. Ça serait peut-être quelque chose pour Enki. Ça va paraître, je vais rassurer, la théogonie d'Hésiode. Mais la théogonie d'Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est la naissance des dieux grecs, c'est le combat, c'est Zeus qui châtre son père pour prendre le pouvoir, c'est la bataille des dieux de l'Olympe contre les titans, c'est la boîte de Pandore, vous voyez, il y aurait plein de choses à faire, il faudrait une esthétique à la Ça ferait un bon jeu vidéo, ça. Et ça ferait un très bon jeu vidéo, et on en parle quand tu veux. Enki. Alors, moi j'ai choisi quelque chose de infaisable au cinéma, parce que vous savez que le problème serait là. L'échiquier du mal. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Dan Simmons, L'échiquier du mal. Dan Simmons qui a fait La guerre de Troie, façon SF. Absolument. Et Hyperion également, très grand de science-fiction. Voilà. Absolument. Mais là, non, L'échiquier du mal, c'est le mal absolu provoqué par des gens qui ont le talent et qui traversent le XXe siècle, qui notamment sont responsables de la folie de Hitler. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. C'est à la fois un thriller, c'est à la fois un conte fantastique et quelque chose qui dit énormément sur la noirceur humaine. Donc c'est infaisable au cinéma. Mais ils deviennent président des États-Unis ou non? Non. En fait, la réalité dépasse la fiction. Non, celui à qui vous faites allusion me fait rire. Encore. Rémi Besançon? Moi, il y avait un livre de T.C. Boyle que j'ai toujours eu envie d'adapter, même si je le ferai jamais, parce que c'est un peu compliqué, c'est pas du tout mon univers, c'est Water Music, que je sais pas si tu l'as lu, Mungo Park, qui part à la découverte du fleuve Niger. C'est un livre incroyable, assez épique. Il y a matière à faire un film. C'est curieux qu'il n'y ait pas eu de film aux USA. Non, c'est trop compliqué pour moi. Mais en même temps, Hyperion, infaisable. Sabine? Même dans sa structure. Alors moi, modestement, un livre de Simone de Beauvoir, son premier roman, L'invité. C'est très beau. 1943, paru chez Gallimard. Un couple et l'irruption d'une jeune... C'est l'invité et eux. Hein. Et eux. Oui. D'une jeune femme qui va, comme ça, tout semer le trouble et dynamiter le couple. Alors, c'est une histoire très simple, mais bon, moi, je rêve beaucoup justement au casting, et je me dis que comme ça... Et puis Simone de Beauvoir, aujourd'hui, en 2017... Ça reste quand même forcément d'actualité. N'est-ce pas, Audrey? Mais 1000 fois d'accord. Dis oui, Audrey, dis oui. Non, sinon, ça va être gênant. Je ne peux pas ne pas être d'accord. Enki Bilal, un mot. Il y en avait là, il y en avait là. Voilà. Enki Bilal, un mot de Bug, aux éditions Casterman, qui... Du jour au lendemain, tout ce qui est numérique dans le monde disparaît, de votre clé USB, de votre iPhone jusqu'au code secret numérique nucléaire de la Corée du Nord-Est. On est en 2041 et voilà, un homme se retrouve malgré lui porteur de toutes ces informations. Ça serait sympa 5 minutes quand même. Hein. Ça nous ferait du bien 5 minutes que tout tombe en panne. 5 minutes déjà, je pense que ça paniquerait beaucoup. Au bout de la 6e, on serait très embêtés. Très très belle album, j'adore.
Ça ferait un super film. Et bien voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Youno, merci particulièrement en forme aujourd'hui. Je te remercie et je voulais te remercier aussi pour avoir accordé ta tenue avec la mienne, ma chérie. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas la langue bleue. Le film, pour l'instant. Le film de la semaine sur cinéma.com, c'est The Confirmation de Bob Nelson avec Clive Owen. C'est tout de suite sur votre plateforme. D'ailleurs, Stéphane Charby nous dit tout sur ce film. On se retrouve vendredi prochain pour vendredi 14h. D'ici là, bon film au pluriel sur notre site.